Cette histoire commence avec le clash d'une soucoupe volante, mais sans indication sur l'époque. On pourrait être 3000 ans avant notre ère comme au XXe siècle, soit à peu près le moment où l'histoire du film démarre. Ce film est le préféré de son réalisateur, John Carpenter. On ne le présente plus, il a plusieurs films cultes à son actif, comme Christine, They Live, Invasion Los Angeles pour le titre en français, Halloween ou encore The Thing. Ce film est la seconde adaptation au cinéma d'un roman de science-fiction de John W. Campbell, sorti en 1938. Si John Carpenter est le réalisateur, c'est Bill Lancaster qui en adaptera le scénario pour le cinéma. Le film sera passé aux mains de plusieurs développeurs pendant une période d'environ 10 ans avant que les deux hommes démarrent réellement le projet le 24 août 1981. Le tournage va se dérouler dans les studios frigorifiques de Los Angeles, puis à Juneau en Alaska, et enfin Stewart en Colombie-Britannique. Le film met en scène un groupe de chercheurs en Antarctique en proie à une chose, une forme de vie parasite extraterrestre qui imite les autres organismes. Kurt Russell, alors au début de sa carrière, tient le rôle principal, aux côtés d'une dizaine d'autres acteurs. Sur les 15 millions de dollars de budget du film, seulement 1,5 million sont alloués aux effets spéciaux, qui n'ont d'ailleurs pas vieilli grâce au travail remarquable de Rob Bottin, qui va mélanger des produits chimiques et alimentaires à des pièces mécaniques et du caoutchouc. À sa sortie en 1982, le film est détesté. Il reçoit un accueil très hostile du public et de la critique, taxé de Camelot instantané pour reprendre l'expression du magazine Ciné Fantastique. Cependant, la qualité du travail technique est quand même soulignée. Alors pourquoi ce film a été très mal reçu ? D'abord parce qu'il faut le remettre dans le contexte de sa sortie. En même temps que E.T. de Steven Spielberg, un film qui parle d'un extraterrestre qui s'écrase sur Terre. Et quand on est un réalisateur peu connu face à un grand nom comme Spielberg, avec un sujet a priori identique, ça n'aide pas vraiment. De plus, le public de l'époque en pleine récession va plus volontiers voir des films à l'ambiance et à l'issue plus joyeuse pour se sortir du quotidien. C'est en vidéo que le film va faire un énorme succès et gagner au fil des années son statut de film culte. La musique, composée en partie par John Carpenter, véritable maître du genre, va contribuer au succès du film, surtout aidé par Ennio Morricone. Carpenter a en effet un grand talent pour composer des musiques assez simplistes, mélange de synthé et de percussions lancinantes qui vous restent dans la tête. Ce sera très notable sur ce film, mais aussi sur Christine, son chef-d'œuvre suivant. Les membres d'une station de recherche basée en Antarctique découvrent qu'une créature extraterrestre a survécu au crash de son vaisseau. Celle-ci témoigne très vite de sa capacité à parasiter puis assimiler toute forme de vie. Isolés du monde, ne sachant plus qui est contaminé et qui ne l'est pas, les hommes de l'équipe vont sombrer dans la peur et la paranoïa. Maintenant, pour aller plus en détail, le film commence sur une poursuite entre des scientifiques norvégiens et un husky qui semblent tout faire pour être protégés par les membres de la station américaine. L'un des passagers de l'hélicoptère dégoupille une grenade, mais la laisse tomber, ce qui occasionne l'explosion de l'hélico et tue son pilote. L'un des Norvégiens tire sur un des membres de l'équipe américaine et tente de leur dire quelque chose, mais il semble que personne ne comprenne le norvégien. Ce dernier, voulant tuer le chien, blesse accidentellement un des Américains, ce qui pousse le directeur de la station à l'abattre. Il ne reste plus que le chien, qui s'empresse de lécher l'un des membres de l'équipe américaine. Ce début chaotique dissimule en soi un drame bien plus important qu'il y paraît. Le chien est mis avec les autres au chenil et l'équipe retourne assez rapidement à ses occupations. Jusqu'à ce que des hurlements de chiens les ramènent à la gravité de la situation. Le husky n'est pas ce qu'il paraît être et la vision d'horreur à laquelle ils assistent tous va complètement changer leur quotidien ennuyeux. La créature métamorphe qu'ils viennent de brûler sera étudiée par le médecin de l'équipe, tandis que deux hommes décident d'aller voir ce qui a bien pu arriver à la station norvégienne. Là-bas, ils feront une découverte incroyable. Les Norvégiens avaient découvert un vaisseau extraterrestre enfoui sous la glace et ont rapporté un corps, a priori mort, sur la base. Mais visiblement, il y a eu un carnage et on commence à imaginer ce qui a mené les survivants à vouloir tuer le husky.
De retour à leur base avec un reste de cadavre difforme calciné, le médecin va faire des révélations fracassantes sur la situation et semble très vite comprendre son ampleur. La créature semble pouvoir imiter n'importe quelle espèce vivante, et son but est clairement l'invasion systématique. Elle n'aurait besoin que d'une cellule pour assimiler une victime, donc la salive par exemple serait suffisante, et l'autre contaminé ne se rendrait même pas compte de ce qui lui arrive. À partir de là, la paranoïa et la peur vont déstabiliser chaque membre de l'équipe. Tout le monde est suspect et l'ambiance devient très pesante sur la base. Entre suspicion et inévitable conflit, la partie se joue contre une entité visiblement très intelligente, jusqu'au dénouement final qui ne laissera aucun espoir aux survivants. En fait, il faut voir ce film très intelligent dans sa narration à plusieurs niveaux. La partie d'échecs de McReady donne le ton. Une partie se joue et les pièces disparaissent les unes après les autres. Un second visionnage du film nous fait réaliser que dès les premières minutes, la contamination a commencé, avec le chien qui lèche au moins un membre de l'équipe. Ensuite, les couloirs de la station sont pensés comme les déplacements des pièces d'un jeu d'échecs, linéaires et angulaires. Les membres se font duper ou assimiler les uns à la suite des autres, comme pour une partie d'échecs. D'ailleurs, le symbole est très clair sur le côté de l'écran de McReady pendant sa partie avec l'ordinateur. A noter que pour la version originale, c'est la voix de la femme de John Carpenter, Adrienne Barbeau, qui fait la voix de l'ordinateur. Quant au final du film, où seuls McReady et Childs survivent, de nombreuses théories sont sorties quant à l'issue visiblement incertaine du film. Ils partagent une bouteille de whisky qui décidément n'a pas quitté McReady pendant tout le film, et puisqu'ils la boivent ensemble, si l'un d'eux était une imitation, l'autre serait contaminé. En fin de compte, soit ils ont réussi à éliminer la créature car McReady a tout fait exploser, soit ils sont contaminés et n'y peuvent de toute façon plus grand chose, chacun ayant fait tout ce qu'il pouvait pour finalement mourir de froid. Cette fin ouverte, elle a contrarié énormément de fans. Il y a un énorme débat qui dure depuis des années sur la théorie, est-ce que les deux sont contaminés, McReady et Childs, est-ce que seulement l'un des deux est contaminé, et aussi dans quel ordre les gens se font imiter. Ils ont même posé la question à John Carpenter, il n'a jamais rien confirmé, il n'a jamais lâché aucune information, il laisse les fans avec leur théorie. Ce serait intéressant, je pense, dans les commentaires que vous me donniez votre théorie, je serais vraiment curieux de la voir. Les scènes tournées en Alaska seront un véritable enfer pour l'équipe technique. Le froid est si intense que les lentilles gèlent et se brisent. De plus, il faut laisser les caméras à l'extérieur à cause de la condensation qui se crée avec les changements brusques de température et qui met des heures à se dissiper. Les tempêtes de neige vont immobiliser le tournage pendant parfois plusieurs jours. Les repérages se font l'été et la fabrication de la station prendra 6 mois. Pour économiser 250 000 $, il est décidé que la base américaine, une fois détruite par McReady, sera utilisée pour tourner les scènes de la base des Norvégiens. Des décors miniatures seront réalisés pour réduire la taille des créatures qui seront animées en stop motion. Même la technique du matte painting sera utilisée pour certains plans, en particulier celui de la découverte du vaisseau. La scène de la réanimation sera la plus chère à réaliser. Un acteur avec 2 bras amputés au niveau des coudes sera utilisé pour la scène de la morsure, et du jello servira de sang pour les prothèses pour un résultat très réaliste. Quand la tête se détache, du chewing-gum et du plastique fondu ont été utilisés. Certainement une des meilleures scènes du film. Il y a peu, je parlais de Stan Winston, un génie des effets pratiques. Il se trouve qu'il a travaillé sur ce film pour la première scène gore qui se passe dans le chenil. Il était uniquement en seconde équipe, mais on remarque déjà la qualité de son travail. Avec son équipe, il a fabriqué la créature en train de prendre la forme du chien. Cette scène va montrer à quel genre de créature on a affaire, et par ses multiples apparences, on devine tout le vécu et tout le chemin qu'elle a pu parcourir de planète en planète. J'espère que ce retour sur The Thing vous aura donné envie de revoir le film, en tout cas pour moi ça a été le cas pendant que je faisais mes recherches. J'ai pas pu m'empêcher que de revoir le film, et même le making-of. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'images du making-of dans cette vidéo. Alors n'oubliez pas, vos théories m'intéressent sur la fin ouverte, et encore une fois, merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, la chaîne monte et ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à dimanche prochain.